Merci beaucoup pardon, pour l'introduction. Donc, la bourse de ma sœur, c'est pas moi qui l'ai eue, hein, c'est le docteur Louis Tomeret qui est dans l'assistance et que vous reconnaîtrez même s'il est masqué, parce que j'ai mis quelques photos de lui sur la présentation. Et donc, effectivement, je vais vous parler de son travail de Master 2 qui s'est intéressé au dosage des stéroïdes tissulaires en spectrométrie de masse dans le Cushing surrénalien. Donc, la stéroïdogénèse surrénalienne, donc vous la connaissez tous très bien. Donc, en fait, elle part du cholestérol et à l'issue d'une cascade de réactions enzymatiques, on aboutit à la synthèse de produits stéroïdiens bioactifs. Donc, l'aldostérone dans la zone glomérulée, le cortisol dans la zone fasciculée et l'androstendione dans la zone réticulée, puisque les étapes de conversion donc vers la testostérone ou vers les oestrogènes se font plutôt en périphérie. Un peu plus récemment, donc, ont été mis en évidence de nouveaux androgènes qu'on appelle les oxoandrogènes et qui ont l'avantage en fait, d'être spécifiquement surrénaliens, puisqu'en fait, ils résultent de l'action de deux enzymes, la CYP11B1, donc, qui est aussi l'enzyme qui catalyse la dernière étape de synthèse du cortisol, c'est-à-dire la conversion de 11-déoxycortisol en cortisol. Et donc, c'est l'action de cette enzyme sur l'androstendione et la testostérone qui va respectivement donner en fait la 11-hydroxyandrostendione et la 11-hydroxytestostérone. Et ensuite, il y a une deuxième enzyme qui intervient, c'est la 11-bêta-HSD2. C'est l'enzyme qui permet de métaboliser en fait le cortisol en cortisone et qui va jouer donc sur ces deux oxoandrogènes, 11-hydroxyandrostendione et 11-hydroxytestostérone, pour donner respectivement la 11-kétoandrostendione et la 11-kétotestostérone. Et donc ces oxoandrogènes, et en particulier la 11-kétotestostérone, on a démontré on a démontré qu'ils avaient une activité biologique sur le récepteur aux androgènes, et on a montré qu'ils étaient particulièrement élevés dans deux maladies surrénaliennes, enfin une maladie surrénalienne qui est le blanc 21 hydroxylase, et également en fait dans la maladie de Cushing. Et donc toutes ces voies en fait de la stéroïdogénèse peuvent être altérées dans les tumeurs de la cortico surrénale. Donc, il y a différents types de tumeurs de la cortico-surrénale, donc différents niveaux d'hétérogénéité. Donc, le premier niveau d'hétérogénéité, c'est le niveau morphologique, puisqu'on a des tumeurs qui sont unilatérales, qui peuvent être soit bénignes, donc ce sont les adénomes surrénaliens que vous voyez sur la gauche, soit malignes, donc ce sont les cortico-surrénalomes. Dans les tumeurs bilatérales, il y a deux grandes entités qu'on peut identifier, donc l'hyperplasie macronodulaire des surrénales, ou aujourd'hui appelée BIMAD, et la dysplasie micronodulaire pigmentée, ou PPNAD. À cette hétérogénéité morphologique s'ajoute une hétérogénéité sécrétoire, puisque vous savez que les tumeurs unilatérales, donc bénignes, les adénomes, peuvent être soit non fonctionnels, donc, que j'appellerai NFAT pour la suite, soit sécréter différents niveaux de cortisol, donc soit un niveau qu'on avait appelé le Cushing infraclinique ou le max, et donc soit associé à un Cushing franc, donc, que j'appellerai ensuite CPA. Et ces tumeurs, ces adénomes bénins peuvent également sécréter de l'aldostérone. Pour ce qui est des corticosurrénalomes, donc là, ils peuvent sécréter tout un tas de stéroïdes, donc aussi bien des précurseurs que du cortisol, de l'aldostérone, des androgènes et aussi parfois des oestrogènes. Pour ce qui est maintenant des tumeurs bilatérales, donc en général, elles sont associées plutôt à une hypersécrétion de cortisol qui peut être de sévérité variable. Ce qui sous-tend en fait cette hétérogénéité donc morphologique et sécrétoire, c'est en partie une hétérogénéité moléculaire, comme ça a pu être montré en fait donc par un travail de notre équipe en fait dans les hyperplasies macronodulaires des surrénales, où une étude pangénomique a mis en évidence trois sous-groupes en fait distincts. Le premier sous-groupe étant associé aux mutations en fait du gène ARMC5 et associé à un phénotype clinique et radiologique plus sévère. Donc maintenant, pour parler un peu de dosage, donc, on réalise aujourd'hui donc, de plus en plus en routine des profils de stéroïdes en spectrométrie de masse en LCM-SMS, donc en spectrométrie de masse en chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem. Et le gros avantage de cette approche, parmi d'autres, c'est de pouvoir déterminer de façon simultanée un panel de stéroïdes et de précurseurs au cours d'un même run sur un même échantillon. Ça a également en fait permis d'identifier de nouvelles voies de synthèse, en particulier donc la voie des oxoandrogènes que je vous ai présentée tout à l'heure. Et à partir de ces approches, se sont développés en fait des premiers biomarqueurs diagnostiques. Donc, vous voyez cette étude donc, publiée en 2011 qui, à partir d'un profil de métabolites stéroïdiens urinaires, permettait de détecter des récurrences d'ACC, ou cette étude plus récente qui, à partir d'un panel de seulement 9 stéroïdes dans le sérum, permettait en fait de classer les différents types de lésions surrénaliennes bénignes.
Néanmoins, en fait, ces dosages urinaires et circulants, ils ont des limites puisqu'ils ne représentent en fait qu'un reflet indirect de la stéroïdogénèse surrénalienne. D'une part, parce qu'ils intègrent en fait la production extrasurrénalienne des stéroïdes, en particulier donc la production gonadique pour la progestérone, les androgènes et les oestrogènes. Et puis, ils intègrent également le métabolisme périphérique que va subir les stéroïdes. Et donc, il y a un vrai intérêt des dosages intracellulaires directement en fait dans le tissu cortico-surrénalien. Donc, je vais vous présenter donc là maintenant le travail vraiment donc, du docteur Louis Tomeret, qui a, au cours de son Master 2. Donc, il y a 81 échantillons de tissu surrénalien congelé qui ont été inclus, issus de différents types de tumeurs de la cortico-surrénale et qui avaient bénéficié pour la plupart en fait, de l'analyse du transcriptome dans le cadre du programme CIT, donc pour 65 échantillons sur les 81. Donc, ça nous a permis d'inclure 22 ACC, donc différents, 7 adénomes bénins non fonctionnels, 10 adénomes qui sécrétaient du cortisol, donc 10 CPA, et 7 formes intermédiaires, donc les MAX, 7 hyperplasie macromolaire des surrénales, 9 ppNAD, et plus à visée de contrôle, on a inclus également donc, 8 adénomes de Cohn, 7 maladies de Cushing et 9 échantillons de surrénales normales. Pour ce qui est en fait de la méthodologie, donc on a extrait les stéroïdes à partir du tissu surrénalien. Donc on a commencé par broyer le tissu congelé en fait dans de l'azote liquide. On a pesé la poudre tissulaire qui résultait de ce broyage. Ensuite, les cellules ont été lysées par ultrasonication dans le méthanol et on a réalisé ensuite plusieurs étapes de purification. Donc ensuite, il y a le profil stéroïdien que vous voyez représenté ici a été dosé donc en HPLC MSMS avec, donc, vous voyez, des stéroïdes présents sur toutes les voies, donc des précurseurs, la progestérone, la 17-OHP, des minéralocorticoïdes, donc la DOC, la corticostérone, des glucocorticoïdes avec donc, le 11-déoxycortisol, le cortisol, mais aussi la cortisone et le 21-déoxycortisol, des androgènes classiques, androstendione, testostérone, et des oxoandrogènes, donc la 11-hydroxyandrostendione, la 11-kétoandrostendione et la 11-testostérone. Et donc tous nos résultats, du fait d'avoir pu peser en fait la poudre de l'échantillon tissulaire, ont pu être exprimés en fait en concentration intratissulaire de stéroïdes en nanomoles par kilo de tissu. Donc le premier résultat qui est assez frappant, c'est qu'en fait on obtient des concentrations intratissulaires qui sont vraiment beaucoup plus élevées que les taux circulants, puisqu'en fait les taux circulants ils sont exprimés en nanomoles par litre de sérum ou de plasma. Donc là, en normalisant nos résultats en nanomoles par kilo, voilà, c'est des échelles qui étaient comparables, et on voit en fait qu'on atteint des taux qui peuvent être jusqu'à 10 000 fois supérieurs aux taux circulants. Donc en fait, ce que vous voyez représenté sur ce radar plot, donc qui représente en fait les différents axes de la stéroïdogénèse avec les précurseurs en haut, progestérone, 17-OHP. Ensuite, vous avez la voie des glucocorticoïdes sur la droite, la voie des androgènes classiques en bas, la voie des oxyandrogènes sur la gauche, et en haut à gauche, en fait, la voie des minéralocorticoïdes. Donc la ligne grise, c'est les valeurs supérieures de la normale qu'on peut observer en fait en taux circulant dans le plasma. Et ensuite, vous avez en fait la ligne rouge qui est la médiane des taux intratissulaires qu'on a pu observer dans notre cohorte. La ligne orange, c'est le 10e percentile, et la ligne bordeaux, c'est le 80e percentile. Et donc, vous voyez en fait sur ce radar plot que vraiment les taux intratissulaires peuvent être vraiment beaucoup plus élevés que les taux circulants. Et en particulier, donc, le cortisol qui reste le plus abondant, donc c'est le plus abondant au niveau circulant, mais c'est aussi le plus abondant en intratissulaire. Donc, il atteint une médiane en fait de plus de 20 000 nanomoles par kilo en fait en intratissulaire, avec, donc, vous voyez, le 10e et le 80e percentile entre crochets. Alors ensuite, on a un petit peu regardé les différents axes de la stéroïdogénèse les uns après les autres. Et donc, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quand même une accumulation intratissulaire relative des précurseurs versus les stéroïdes qui avaient vraiment une activité biologique et qui étaient donc sécrétés. En fait, quand on a fait les ratios en fait, des concentrations intratissulaires sur la valeur en fait, médiane attendue dans le plasma, puisqu'on n'avait pas les valeurs en fait, de tous les stéroïdes circulants en fait, pour tous les patients inclus, et ben, vous voyez qu'en fait, les ratios sont plus élevés sur les molécules qui sont le plus en amont dans la cascade de réactions enzymatiques. Donc ici, sur l'axe des glucocorticoïdes, pour la progestérone, par rapport à la 17-OHP, le ratio était lui-même plus élevé que celui de du 11-déoxycortisol, et donc était beaucoup plus élevé que le ratio qu'on a observé pour le cortisol et pour la cortisone. On a exactement le même genre de profil sur la voie des minéralocorticoïdes, avec un ratio pour la progestérone plus élevé que le ratio pour la DOC, et qui est lui-même beaucoup plus élevé que le ratio pour la corticostérone. Et la même chose sur la voie des androgènes, toujours pareil, avec des ratios de précurseurs, donc progestérone et 17-OHP, qui étaient plus élevés que la delta-4 androstendione, et ce ratio lui-même plus élevé que celui de la testostérone.
Donc ensuite, on a regardé un petit peu, on a cherché à comparer en fait les profils intratissulaires qu'on pouvait observer dans les différents types de tumeurs unilatérales de la cortico-surrénale, donc toujours avec le même type de représentation en radar plot. Et donc sur ce radar plot, vous voyez en fait la ligne orange qui représente les ACC. La ligne rose, ça représente la surrénale normale. La ligne verte, les adénomes de Cohn. Et ensuite, en différents degrés de bleu, vous avez les NFAT, donc les non fonctionnels en bleu ciel, les MAX, donc les intracliniques en bleu intermédiaire, et les CPA en bleu foncé. Et donc la première chose qui frappe en fait quand on regarde ce radar plot, c'est que les concentrations intratissulaires de stéroïdes sont beaucoup plus basses dans les ACC que dans les tumeurs bénignes, quel que soit le stéroïde considéré. Donc ensuite, on a regardé notre stéroïde préféré, hein, le cortisol, et on a été assez surpris finalement de voir que quand on regardait la concentration intratissulaire de cortisol, il n'y avait pas de différence significative entre nos 3 groupes d'adénomes bénins, donc entre les CPA, les MAX et les NFAT. Finalement, il n'y avait pas de différence significative sur le taux de cortisol intratissulaire, ce qui nous a un petit peu surpris. Du coup, on a regardé un petit peu ce qui se passait en amont. Donc, on a regardé les précurseurs les plus en amont de la voie des glucocorticoïdes, donc la progestérone et la 17-OHP. Et là, on a vu en fait qu'il y avait une tendance à l'accumulation finalement des précurseurs les plus en amont dans les NFAT et dans les MAX, versus les CPA, donc ceux qui sécrètent du cortisol. On a continué sur la voie, on a regardé le 11-déoxycortisol. Et là, on a vu qu'au contraire, c'était justement dans les CPA qu'on avait plutôt une tendance à l'accumulation du 11-déoxycortisol. Et donc, finalement, on a regardé un peu s'il y avait un lien avec le transcriptome et donc avec l'expression des enzymes de la stéroïdogénèse. Et donc, l'enzyme qui permet la conversion de la progestérone en 17-OHP, c'est la CYP17A1. Donc là, pour des raisons d'effectifs, on a regroupé en fait les NFAT et les MAX, puisqu'en fait, on n'a pas le transcriptome pour toutes les tumeurs. Et on a constaté qu'effectivement, la CYP17A1 était un peu moins exprimée que dans les NFAT MAX que dans les CPA, ce qui peut expliquer au moins en partie l'accumulation relative en fait de progestérone dans les NFAT MAX qu'on observe. Quand on regarde l'étape suivante, donc c'est la CYP21A2 qui permet la conversion de la 17-OHP en 11-déoxycortisol. Et là, de la même manière, il y a une petite différence d'expression avec une tendance à une moindre expression dans les NFAT max qui pourrait aussi participer à la tendance à l'accumulation de la 17-OHP dans les NFAT et dans les max versus les CPA. Et quand on regarde enfin la CYP11B1, donc qui permet la dernière étape en fait, de conversion du 11-déoxycortisol en cortisol, et bien là c'est l'inverse. En fait, elle est plus exprimée dans les NFAT max, donc par rapport au CPA, ce qui pourrait peut-être en partie expliquer en fait cette accumulation de 11-déoxycortisol en intratisculaire qu'on observe dans les CPA. Au final, on aboutit donc à des taux de cortisol qui ne sont pas significativement différents. Donc, on a aussi regardé si finalement il n'y avait pas une conversion du cortisol en métabolite inactif, donc en cortisone, qui aurait pu être accrue dans un groupe par rapport à l'autre. Et donc, quand on regarde, finalement, c'est un peu décevant, puisqu'en fait, il n'y a pas de différence d'expression de la HSD11B2 qui permet justement cette conversion de cortisol en cortisone. Et on n'a pas de différence non plus entre nos 3 groupes significatives sur les taux de cortisone intratissulaires, donc entre CPA, MAX et NFAT. Donc, on n'est pas sûr d'avoir vraiment trouvé l'explication sur pourquoi finalement, avec des taux de cortisol intratissulaire équivalents, on arrive à avoir des sécrétions qui sont, en tout cas des taux circulants qui sont très, très différents. Et donc, on a regardé ensuite le lien entre la concentration intratissulaire de cortisol et le taux circulant. Pour le taux circulant, en fait, on a pris donc les données qu'on avait dans les dossiers cliniques des patients. Et c'était des données de cortisol plasmatique à minuit. Et donc, vous voyez les CPA qui sont les points bleu foncé et les NFAT max qui sont des petits triangles bleus un peu plus clairs. Et donc, quand on regarde, il n'y a aucune corrélation entre le cortisol plasmatique à minuit et le cortisol intratissulaire. Donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a normalisé la valeur de cortisol plasmatique à minuit par la masse tumorale, puisque finalement, nous, ce qu'on a, c'est quand même une valeur en intracellulaire qui est rapportée à la masse tumorale. Et là, vous voyez en fait que ce qui apparaît de façon très nette, c'est qu'en faisant ça, on ne trouve aucune corrélation pour les NFAT max entre le cortisol intratissulaire et le cortisol plasmatique à minuit qui a été normalisé par la masse tumorale. Mais en revanche, pour les CPA, on a une très jolie corrélation qui apparaît entre les deux, ce qui suggère en fait des mécanismes probablement de sécrétion des stéroïdes qui seraient différents entre ces 2 types de tumeurs. On pourrait imaginer en fait une diffusion passive du cortisol dans les CPA versus un export qui serait peut-être plus régulé dans les NFAT max.
C'est une hypothèse, hein. Alors ensuite, on a regardé un petit peu la voie des androgènes, puisqu'en fait, ce qui nous avait un petit peu interpellé quand on avait regardé notre radar plot, c'est que vous voyez que l'androstendione, finalement, elle apparaissait relativement élevée dans les CPA versus les autres groupes tumoraux, ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on attendait, puisqu'on n'a pas d'hyperandrogénie circulante, en fait, dans les CPA. Donc effectivement, hein, quand on a regardé, il y avait une tendance quand même à avoir un taux d'androstendione un peu plus élevé dans les CPA que dans les autres groupes tumoraux. Et donc, quand on reprend en fait nos données d'expression d'enzymes de la stérodogenèse, ça va bien en fait avec le fait que la CYP17A1 est plus exprimée en fait dans les CPA que dans les deux autres groupes, donc NFAT-max, puisque ça peut participer donc à ce taux intradissulaire d'androstendione plus élevé. Donc, on a regardé aussi les oxoandrogènes. Donc, je vous rappelle, en fait, donc, qui résulte de l'action de la CYP11B1 qui permet aussi de convertir en fait, le 11-déoxycortisol en cortisol, pardon. Et donc, vous voyez effectivement qu'on a aussi des taux de 11-hydroxyandrostendione qui sont relativement élevés dans les tumeurs bénignes, et en particulier donc, quand on regarde sur la médiane dans les CPA, sans qu'on ait vraiment d'explication sur le fait qu'on ne les retrouve pas en circulant. Et même chose, en fait, quand on regarde la 11-keto-androstendione, donc, qui résulte de l'action de la HSD11B2, donc, qui permet aussi donc, la conversion du cortisol en cortisone. Donc, on a des taux qui sont significativement élevés également donc, par rapport à la surrénale normale, mais sans qu'on ait vraiment d'explication sur ces taux intratisculaires élevés, sans qu'on les retrouve en circulant. Donc, encore avec une réflexion à avoir autour de l'export, des mécanismes de régulation d'export des stéroïdes. Donc, juste un mot sur les profils intratisculaires dans les tumeurs bilatérales de la cortico-surrénale. Donc, avec le même genre de représentation, on a comparé en fait les hyperplasies macronodulaires mutées à RMC5 versus les non mutées. Donc les non mutés étant en orange et les mutés en rouge. Vous avez les PPNAD qui sont représentés en vert, les maladies de Cushing en violet et la surrénale normale donc toujours en rose. Et donc ce qu'on voit très bien sur ce radar plot, c'est qu'on a une activation globale des voies glucocorticoïdes et androgènes dans la maladie de Cushing, puisque vous voyez donc que la ligne violette en fait descend très bas sur la voie des androgènes par rapport aux autres groupes tumoraux, donc ce qui va bien pour le coup avec ce qu'on mesure en circulant, puisqu'on a bien une hyperandrogénie biologique dans les maladies de Cushing. Ce qu'on voit aussi assez bien en fait, sur ce radar plot, c'est que les concentrations de stéroïdes intratisculaires sont beaucoup plus basses dans les BIMAD qui sont mutés à RMC5 versus les BIMAD qui ne sont pas mutés. Et ça, en fait, donc, quand on zoome entre guillemets sur ces deux groupes tumoraux, ça va bien avec l'idée qu'on a également une diminution de l'expression des gènes qui sont impliqués dans la stérodogenèse quand on inactive le gène ARMC5. Donc, pour discuter un peu ce travail, donc finalement, la mesure des concentrations de stéroïdes dans le tissu cortico-surrénalien, elle a probablement ouvert plus de questions que prévu. Déjà, on se pose la question des effets biologiques locaux que peuvent avoir ces taux de stéroïdes intratisculaires très élevés, notamment l'effet sur les cellules immunitaires dans les ACC. Ensuite, on peut se poser la question de l'effet de l'accumulation intratisculaire de certains précurseurs, puisqu'on a vu qu'il y avait des précurseurs qui pouvaient être particulièrement élevés dans les formes, dans les adénomes non fonctionnels. Est-ce que cette accumulation, elle peut avoir une activité avoir une action sur l'activité des enzymes de la stérodogenèse ou sur la sécrétion des stéroïdes? Ensuite, on peut se poser la question des voies de métabolisme intracellulaire des stéroïdes qui pourraient exister pour les rendre inactifs, mais déjà en intracellulaire. Donc là, on a vu qu'a priori, l'hypothèse de la conversion du cortisol en cortisone n'était pas vraiment valable, mais il y a peut-être d'autres voies en fait, de dégradation ou de conjugaison en fait, des stéroïdes en intracellulaire qui existent. Et puis, ça pose vraiment la question finalement de quel mécanisme en fait, régule la sécrétion de stéroïdes. Et donc, il y a un papier qui avait été publié en 2015, donc c'est dans la drosophile, donc on est un petit peu loin de l'homme, mais qui en fait avait mis en évidence un mécanisme d'export vésiculaire actif des stéroïdes dans la drosophile, avec donc toute une série de gènes impliqués. Et donc, j'ai rapidement regardé en fait, ce que donnerait le calcul d'un score d'enrichissement de ces gènes, des gènes homologues chez l'homme en comparant donc, nos deux groupes tumoraux, les CPA versus les NFAT-max. Et bon, voilà, c'est vraiment très, très préliminaire et très hypothétique, mais finalement, ce score d'exocytose a l'air d'être plus élevé dans la NFAT-max versus les CPA. Donc, peut-être une hypothèse sur, en tout cas, des mécanismes d'export des stéroïdes qui seraient différents dans ces deux types tumoraux.
Et puis, voilà, dans les perspectives, effectivement, c'est une approche qui semblerait assez facile d'appliquer à d'autres types tumoraux, donc qui ouvre des voies nouvelles d'exploration des tumeurs de différents types. Donc, je remercie particulièrement le docteur Louis Thomeret, qui a fait son master 2 grâce à la bourse Firando, que je remercie du coup aussi. Je remercie toute l'équipe génomique et signalisation des tumeurs endocrines et le laboratoire d'hormonologie ici à l'hôpital Cochin. Et je vous remercie pour votre attention.